On va démarrer. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau jeudi de la Viti. C'est la troisième année, je crois, qu'on propose cette courte session préconisation phyto. Donc, le programme, si ça veut bien passer, qu'on va voir avec vous, ça va être de faire déjà un petit point réglementaire sur les, ce qu'il faut retenir et notamment passer un petit peu de temps sur l'arrêté abeille qui nous concerne pour sûr à partir de cette année. On parlera mildiou, donc les matières actives conventionnelles, et puis le cuivre, comment gérer le cuivre en bio également. Et ensuite, on enchaînera sur Oidium. Donc pareil, un point, il y a une nouveauté, il y a un nouveau produit, donc on va vous présenter ça. Et la gestion d'un programme en conventionnel et en bio. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'onglet Conversation. Donc vous posez vos questions dans le chat, on essayera d'y répondre soit en fin de réunion, soit au fur et à mesure selon l'intérêt. Donc plutôt l'onglet conversation que l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas, on est là pour ça. Eh bien, je laisse la parole donc à Isabelle qui va commencer le point réglementaire. Bonjour à tous. Donc, on commence effectivement par les points réglementaires à vérifier lorsque vous utilisez des produits phyto. Alors, vous voyez sur la diapo, la liste est déjà longue, elle n'est pas complète. Euh, Vous savez qu'il y a des stades phénologiques à respecter selon les produits. Il y a des nombres d'utilisation aussi possibles chaque année. Il y a des nombres de jours qui doivent être respectés entre l'application de certains produits quand on fait 2 fois de suite le même. Et puis, il y a aussi des restrictions sur les quantités de matières actives voilà, aussi en certification, mais aussi d'un point de vue purement réglementaire dans les AMM, il y a des quantités à ne pas dépasser. Céline l'a dit, on va faire un point complet sur la réglementation abeille. Et puis après, en termes d'obligations quand on produit, vous avez un certain nombre de zones non traitées par rapport à l'eau, par rapport à l'environnement des parcelles, par rapport aux riverains. Euh, À tout ça, on rajoute les recommandations régionales qui font que voilà, on rajoute des fois des nombres d'applications différents par rapport à ce qui est inscrit dans les AMM du produit. Donc tout ça, ça complique un petit peu la donne et c'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Donc on va parler de l'arrêté abeille. Euh, La réglementation abeille, elle date de 2003. Alors, initialement, elle concernait que les insecticides. Euh, et avec la mise à jour de l'arrêté en 2021, elle concerne elle concerne maintenant tous les types de produits, que ce soit les insecticides, les acaricides, les fongicides, les herbicides et les adjuvants. Qu'est-ce qu'il impose l'arrêté il distingue à la base les cultures attractives et les cultures qui ne sont pas attractives. Jusqu'au mois d'avril 2024, la vigne était considérée comme une culture non attractive, donc on avait très peu de contraintes par rapport à cet arrêté-là. Sauf que le Conseil d'État, en 2024, en avril, a décidé d'évincer la vigne considérée qu'elle était attractive pour les pollinisateurs. Donc, qu'est-ce que ça impose en termes d'utilisation des produits? Le premier point, c'est que l'application de n'importe quel produit, qu'il soit fongicide, insecticide ou des adjuvants, pendant la période de la floraison de la vigne, doit être appliqué uniquement sur une plage horaire de 5 heures
dans la journée, qui est au moment du coucher du soleil. Donc 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après le coucher du soleil. Le deuxième point, c'est que on doit tenir compte des zones de butinage qui sont présentes dans les parcelles, c'est-à-dire des enherbements. Et en cas d'application d'un traitement insecticide ou acaricide, les bandes enherbées qui peuvent potentiellement présenter des fleurs et donc attirer les abeilles vont être rendues non attractifs pour les pollinisateurs, c'est-à-dire qu'il faut tondre les enherbements avant d'appliquer tout traitement insecticide ou acaricide pendant la fleur de l'année. Alors, il est quand même possible de déroger à ce qu'impose l'arrêté dans 3 situations. La première, c'est si le traitement vise un nuisible qui est présent uniquement pendant la journée. La deuxième situation qui nous permet de déroger, c'est en cas de pression parasitaire élevée, où la plage horaire des 5 heures ne suffit pas pour traiter convenablement les protéger contre le parasite qui pose problème. Et le troisième point, qui est inscrit dans l'arrêté, mais dont on n'est pas complètement sûr à l'heure actuelle qu'on pourra pleinement profiter, c'est que dans le cadre de la lutte obligatoire, donc pour les traitements cicadelles flavescence dorée dans les zones présentant un variant M54, où il sera obligatoire de faire 3 insecticides. En théorie, on peut ne pas respecter les horaires si, dans l'arrêté préfectoral qui sera publié, c'est bien stipulé. Visiblement, au-delà de l'arrêté préfectoral, il faudra que ce soit inscrit dans l'arrêté ministériel qui est en cours de révision et de réécriture. Donc on risque peut-être d'être confronté à un problème de temps pour réécrire ces documents et du coup peut-être devoir quand même respecter la plage horaire des 5 heures, y compris pour les traitements de flavescence dorée. On vous en dira plus d'ici là, quand on saura quand les arrêtés préfectoraux seront publiés. Dans tous les cas, si on déroge à la plage horaire, il faut en traçabilité qu'on ait le motif, déjà sur lequel des 3 critères là. Est-ce que c'est pour un nuisible diurne? Est-ce que c'est pour une pression parasitaire, etc. Et il faut que vous indiquiez les heures de traitement que vous avez, les heures auxquelles vous avez réellement vous traité. Et pour justifier de la forte pression parasitaire, il vous est demandé de conserver des documents, soit des bulletins techniques, le BSV, des messages d'organismes qui peuvent vous faire du conseil pour qu'en cas de contrôle, vous puissiez justifier de la pression. Alors, au-delà de l'arrêté, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires sur certains produits? Malheureusement, la réponse est oui. Sur les étiquettes, vous pouvez trouver des notions, des phrases SPE8 qui réglementent l'utilisation de certains produits pendant la fleur, parfois en les interdisant complètement d'utilisation, soit en imposant de rendre la bande enherbée non attractive. C'est un petit peu compliqué puisque les phrases SPE8 n'ont pas toutes la même signification pour tous les produits, les usages. Donc il faut vraiment lire ce qu'elle veut dire. Jusqu'à maintenant, il y avait certains produits qui avaient ce qu'on appelle des mentions abeilles, qui faisaient que les produits pouvaient quand même être autorisés pendant les fleurs, même s'ils avaient une phrase SPE8. Ce système-là est maintenu. Donc un produit qui a une phrase SPE8 mais une mention abeille peut continuer à être utilisé pendant la fleur. Par contre, il faudra respecter la plage horaire en fin de soirée.
Donc, toutes les contraintes, on appelle ça comme ça, mais réglementaires sur les produits. Donc, pour vous rappeler, on édite un guide qui vient tout juste de nous être livré par l'imprimeur, donc le Mémovine, qui reprend les produits distribués en Champagne et qui, voilà, avec tout un tas de codes couleurs, vous permet de voir tout de suite quelles contraintes sont liées à quel produit. Il doit encore être possible de le commander sur le site internet des chambres du vignoble champenois, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, il est compris dans nos accompagnements techniques, donc tous les adhérents du GDV et les personnes qu'on accompagne en individuel reçoivent ce petit guide chez eux. Et nos adhérents ont en plus un guide beaucoup plus complet, donc qu'on appelle Technique GDV, avec aussi, donc là, à la fin, le tableau des mélanges autorisés, mildiou, idiome, qui permet d'avoir une vision assez rapide si on peut mélanger deux produits ensemble et qui va, voilà, un peu plus loin dans le détail sur tous les produits phyto. Donc voilà, c'est surtout pour faire ce point sur l'arrêté abeille qui est la grande nouveauté à pas oublier à partir de cette année. On va maintenant passer à la partie protection contre le mildiou. Donc avec les changements qu'on a pu avoir depuis l'année dernière. Donc le premier point, c'est au niveau retrait de produits. Alors il n'y a pas grand-chose qui disparaît entre 2024 et 2025, hein. Il y a eu l'arrêt du méthyram est acté, le diméthylmorphosim, mais ça on le savait déjà. Après, la perte d'homologation qu'on enregistre là sur la campagne 2025, c'est c'est la dernière année en fait d'utilisation du Multicut, ce qui très sincèrement ne va pas tellement nous pénaliser vu les niveaux de résistance qu'on a depuis un petit bout de temps sur ce produit-là et qui n'était quasiment plus utilisé au vignoble. On le trouvait encore un petit peu dans quelques programmes de traitement, mais uniquement par rapport à son intérêt, euh, par rapport à son délai de rentrée, hein, puisque maintenant la majorité des antimildious ont des délais de rentrée en dehors des cuivres, ont des délais de rentrée de 48 heures. Le Medicut n'était pas, avait un délai beaucoup plus court, donc c'est malheureusement encore pour ça qu'on le trouvait dans quelques programmes de traitement. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait dressé un tableau un petit peu pessimiste de l'avenir du folpel. Euh, donc là, c'est plutôt la bonne nouvelle de ce webinaire, c'est que le folpel a été homologué au niveau européen au mois de novembre, que le classement CMR1 qui était pressenti n'a pas été, enfin, le produit, la molécule, pardon, n'a pas été classée CMR1 et n'a aucune mention de danger qui était très impactante au niveau de la réglementation mélange. L'année dernière, on pensait que la molécule aurait une mention qui ferait que la matière active ne serait plus mélangeable avec aucun autre produit, pas même un adjuvant. Donc ça aurait compliqué un petit peu l'avenir des produits à base de folpet. Donc pour l'instant, c'est homologué au niveau européen. Comme à chaque fois, chaque État membre, après, doit réhomologuer toutes les spécialités commerciales qui contiennent cette matière active. Donc là, le dossier, maintenant, il est dans les mains de l'ANSES, qui doit repasser à la moulinette de l'homologation tous les produits qui contiennent du folpet. Donc ça va prendre un certain temps. Euh, donc la firme est très sereine sur l'avenir des produits à base de folpel et annonce qu'il n'y aura pas de changement sur les utilisations, ni en termes de classement, euh, ni en termes de possibilité de mélange pour les 3 prochaines années. Le seul point de vigilance signalé au niveau européen sur la molécule, c'est qu'il est demandé aux États membres d'être vigilants par rapport à la protection des organismes aquatiques. Donc s'il y a des changements, peut-être que on aura des contraintes supplémentaires sur les ZNT aquatiques ou les DVP. Mais on espère bien qu'au niveau mention de danger, en tout cas pour les mélanges, ça n'évolue pas.
Vous avez aussi annoncé l'année dernière le projet d'homologation d'un produit à base de dithionant. Alors, c'est une molécule de contact, donc multisite, donc, qui ne présente pas de risque de résistance, que vous connaissez déjà dans les produits Futura ou Zenact, parce qu'elle est associée avec un phosphonate de potassium. L'homologation, cette fois-ci, est attendue pour courant 2025, donc on devrait avoir les produits disponibles pour la prochaine campagne. Ce qui nous fera une possibilité de plus en termes de matière active de contact. Tous ceux d'entre vous qui, en début de saison, utilisent des phosphonates, plus du cuivre ou du folpel, en fonction du niveau de risque. Alors, les produits seront classés CMR2 comme le folpel, mais il y aura, dans la mesure où il n'y aura pas de quota sur cette matière active-là, ça permettra d'alterner un peu plus et de ne pas faire du folpel systématiquement en cas de forte pression. C'est plutôt très intéressant. Il faut avoir conscience que la dernière grande nouveauté en termes de molécules antimedium, c'est la molécule du Zorvec Zelava, et que les firmes n'ont strictement rien en projet pour les années à venir en molécules de synthèse. Ils travaillent beaucoup sur les produits de biocontrôle puisque l'homologation est un petit peu moins exigeante et un petit peu moins longue. Donc voilà, il faudra à l'avenir faire avec ce qu'on a actuellement comme molécule anti-mildiou. Il n'y a rien à espérer de plus avant très très longtemps. En termes de recommandations d'utilisation champagne par rapport au niveau de résistance qui ont été constatés sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un prélèvement fin de campagne 2024. Je n'ai pas indiqué dans les tableaux là, toutes les molécules que vous avez à votre disposition, mais on va dire les principales et les plus efficaces, parce que c'est surtout sur celles-là qu'il faut être vigilant et pas en abuser pour espérer de les conserver le plus longtemps possible. Les produits à base de zoxamide. Vous retrouvez dans le tableau là quelques exemples de noms de produits. Pour l'instant, en Champagne, on n'a pas de résistance détectée. Donc, ce qui veut dire qu'on reste sur l'application de 3 produits par an à base de zoxamide. Attention quand même à ce qui est indiqué dans les AMM des produits. Hein. Vous avez, je l'ai reprécisé parce que tous les ans, il y a certains ne sont pas assez vigilants sur ce point-là. C'est 3 produits à base de zoxamide, mais c'est seulement 2 produits zoxamide cuivre. Donc si vous faites par exemple un pack Zorvec avec le Ventaro, vous ne pouvez pas faire 2 Amaline Flow derrière. Parce que sinon, c'est 3 fois le même produit et c'est limité à 2 simplement. Donc, vigilance là-dessus. Dans la mesure où la molécule est sujette à résistance, on sait qu'il y a de la résistance dans d'autres pays. On préconise maintenant d'être vigilant sur l'application en situation très touchée par le milieu pour cette molécule-là, afin de ne pas le mettre une fois qu'il y a énormément de milieu. C'est comme ça qu'on risque de sélectionner des résistances. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Les oxamides sont souvent utilisés en fin de campagne. C'est malheureusement le moment où on a plus de milieu dans les parcelles. L'oxatiapiproline, donc la molécule du Zorvec-Zelavin. Il y a de la résistance détectée dans d'autres régions viticoles. On n'a toujours rien en Champagne. Par contre, en termes de recommandations, on reste à une application maximale par an, même si dans l'AMM, le produit est homologué à 2 applications par campagne. On reste à une application simplement pour gérer les risques de résistance. On sait que c'est une recommandation qui n'est pas forcément toujours appliquée, parce que c'est un excellent produit et quand on voit les parcelles qui se dégradent, on est un petit peu tenté par le fait d'en faire un deuxième pour continuer de protéger plus longtemps. Alors, si c'est fait pendant la période de floraison, c'est
pas ce qu'on recommande parce que ça risque de pénaliser l'apparition pour les résistances. Par contre, qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de le faire une fois qu'on voit qu'il y a du mildiou partout, parce que de toute façon, il est dans tous les cas trop tard pour rattraper quoi que ce soit. Donc, rester absolument à une application max par an. C'est vraiment pour essayer de préserver la molécule et de l'avoir encore efficace pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que je vous disais tout à l'heure, hein, les firmes n'ont pas d'autres projets en termes de molécules de synthèse. Le Piccoli, donc la matière active du profiler, on sait qu'il y a de la résistance généralisée depuis plusieurs années. Donc c'est une application max par an et c'est surtout en cas de forte pression, on n'applique pas ce produit-là. La méthoctradine que vous retrouvez dans le pack Enerva Active, là aussi il y a de la résistance généralisée. Alors elle n'est pas d'un très haut niveau. Le produit conserve quand même de l'efficacité, mais en situation de fort risque, ça peut être aussi insuffisant. Donc c'est une application max par an. Une année de forte pression, vous pouvez renforcer avec un produit de contact, mais surtout pas du cuivre, parce qu'il y a une incompatibilité entre la molécule et le cuivre. Donc si vous renforcez le pack Enerva Active, c'est avec du Folpel, ou quoi que le dithionome sera homologué avec cette nouvelle molécule. Les molécules thiazofamides ou amisulbron, hein, donc dans le groupe des QI, on a de la résistance qui est bien implantée aussi. Et comme pour le profiler, hein, on n'applique pas en situation de forte pression. Alors, comment on fait pour gérer un programme anti-mildiou en conventionnel? C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut à la fois gérer l'efficacité des programmes avec des molécules plus ou moins efficaces et gérer aussi les risques de résistance. Le mot d'ordre, c'est qu'il faut absolument éviter que l'épidémie s'installe avant la fleur parce que si le mildiou est présent, vous l'avez bien vu en 2024, malheureusement, c'est très compliqué après avec le peu de molécules qui nous restent à l'heure actuelle. On constate dans les programmes souvent des démarrages avec des phosphonates. Je vais attirer l'attention sur ces produits-là qui sont parfois utilisés en association avec du cuivre à des doses très très faibles. Donc attention, ça peut être parfois insuffisant. Et en cas de forte pression, le Folpel est toujours un meilleur partenaire que le cuivre. Notamment sur les débuts de campagne. On peut sous-doser les Folpel, hein, il n'y a pas besoin de mettre 1500 grammes de Folpel hectare, puisque vous avez le quota de 4000 grammes en viticulture durable, donc on peut sous-doser, mais il faut mieux mettre un Folpel qu'un cuivre. Et puis attention, cadence de renouvellement des phosphonates qui sont assimilés à des produits systémiques, hein, puisqu'ils agissent aussi par stimulation des défenses naturelles. Donc, les essais du CIVC en 2023 ont montré qu'en fait, ça protège les nouvelles pousses, mais qu'il faut gérer les renouvellements quasiment comme si c'était un contact, puisque au-delà de la deuxième feuille nouvellement formée après le traitement, la protection est insuffisante. Donc, en résumé, sur la protection mildiou, une petite frise du déroulement de la campagne avec le début de végétation sur lesquels vous pouvez positionner les produits CA ou anilide, par exemple, dont on sait qu'il y a des niveaux de résistance assez élevés. L'efficacité des produits de cette catégorie-là est faite non pas forcément par la molécule de la famille en elle-même, mais par la molécule de contact qui est associée. Donc, comme il y a de la résistance, on les positionne plutôt en début de campagne. Vous pouvez faire dès le début des produits à base de phoséthyl, d'aluminium
ou des produits à base de phosphonates auxquels vous rajoutez un produit de contact, donc cuivre ou plutôt CMR2 en cas de forte pression. Si vous avez encore les produits Profiler et Multicut en stock et que vous voulez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, je dirais que c'est à ce moment-là du programme qu'il faut positionner. Si la pression n'est pas très forte dès le début, après on aura du mal à les intégrer dans un programme en pleine fleur de toute façon. Sur l'encadrement de floraison, vous conservez les produits qui ont les meilleures efficacités. Donc le Zorvec. Alors attention au choix du pack de Zorvec. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un nouveau pack pour cette année qui associe le Zorvec avec un produit base de phosphonate de potassium. Donc, ce n'est pas le meilleur des packs en termes d'efficacité. Alors, en termes d'efficacité, le Zorvec fera le boulot. Par contre, le phosphonate n'est pas le meilleur des partenaires pour préserver le Zorvec de la résistance. Le meilleur de tous reste le pack Bria avec le Folpel. Même si en termes d'IFT, il est un peu plus pénalisant que le pack avec le cuivre ou avec le phosphonate. C'est la meilleure stratégie par rapport au risque de résistance. La méthoctradine, donc dans le paquet NER20, vous pouvez la positionner sur ce créneau-là aussi, mais attention, cas de forte pression, il faudra probablement renforcer avec des Folpel. Et puis, vous pouvez rester sur des faux éthyles ou des phosphonates associés à des contacts. L'azoxamide, c'est une molécule qui est très efficace sur grappe. Donc, autant attendre que les grappes soient quand même bien formées pour le positionner, donc plutôt sur la fleur, fin de fleur. Ça ne sert à rien de le mettre quand on est à 8 feuilles étalées où les inflorescences sont encore petites, positionner un petit peu plus tard. Le cuivre aussi rentre sur ce créneau-là. Et puis après, pour finir la campagne, alors la date d'arrêt de traitement, déjà, elle est dépendante de l'état du feuillage. De toute façon, on reste sur du cuivre jusqu'à la mi-véraison, s'il y a besoin de traiter jusqu'à la mi-véraison. Ok, donc pour finir sur la partie milieu, on va reparler de cuivre. Alors, il faut juste que j'ai recherché ma diapo qui s'était pas mise au bon endroit. Touc, touc. Voilà, donc pour vous refaire un point sur les doses de cuivre autorisées, puisque c'est une molécule où on a un contingentement de doses. Vous savez tous qu'on est passé donc à 28 kg de cuivre maximal sur 7 ans. Donc que ce soit en bio ou en conventionnel, c'est de la réglementation générale désormais. Donc tout le monde doit respecter cette dose-là. Dans la réglementation générale, le calcul des 28 kilos commence en 2019. Donc 2025, en fait, on arrive à la 7e année du calcul. Donc il faut que vous sachiez combien de cuivre vous pouvez encore mettre cette année. Pour l'année prochaine, on n'a aucune idée de si ça va être repart à zéro en fait pour 2026 ou si ça va être calculé sur 2020-2026. Donc ça, c'est encore flou. En tout cas, pour cette année, c'est la fin de la période des 7 ans. La nouveauté pour la partie bio, c'est que donc l'INAO qui gère cette réglementation-là a dit, en fait, on a mis à jour la réglementation bio en 2022. Donc, un auditeur qui va venir chez un vigneron bio contrôler le cuivre va commencer à calculer ses 28 kilos à partir de 2022. Donc, ça complique un peu les choses puisque en bio, on est aussi censé respecter la réglementation générale. Donc, il faut calculer son cumul de 28 kilos sur la période 2019-2025. Et il faudra aussi que ça colle bien avec la période 2022-2028. Donc, voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Que c'est pas parce qu'en bio, ça a été redécalé en 2022 qu'on est tranquille. Si c'est pas un auditeur bio qui vient contrôler, il va regarder ce qui se passe sur la période réglementaire. Autre chose sur les cuivres, donc on a toujours cette cohabitation de produits avec la mention SPE1 et ceux qui ne l'ont pas.
La définition ne change pas par rapport à l'année dernière, ça avait été reprécisé. Donc c'est bien la somme de cuivre apportée par les produits SPE1 qui ne doivent pas dépasser les 4 kilos dans l'année. Mais on peut dépasser ces 4 kilos si on a utilisé des produits qui ne sont pas SPE1 pour au-delà de cette limite, quoi. Donc voilà, tout en restant évidemment dans les clous du lissage. Donc là, vous avez le tableau avec les produits classés SPE1 référencés chez nous. Donc vous avez des produits 100% cupriques, donc qui sont utilisables en bio, hein, comme le cuproxate frégate, la BBK Faro. Mais il y a aussi des cuivres conventionnels, dont les fameux oxamides associés à du cuivre qui apportent quand même entre 6 et 700 grammes, si je me trompe pas, en une application. Donc en conventionnel, il faut quand même être aussi attentif à ne pas dépasser 4 kilos en apportant le cuivre uniquement avec ces produits-là. Si on fait un petit point sur la stratégie maintenant avec le cuivre, donc qui est un produit strictement de contact, pour rappel, la qualité de pulvérisation va être un critère essentiel pour que ça fonctionne, hein, puisque si on n'atteint pas toutes les parties du végétal, on va avoir des trous dans la raquette. Donc, avoir un matériel performant, on sait que les descentes dans les rangs sont bien meilleures que les mains par-dessus pour appliquer notamment dans la zone des grappes, et un matériel qui est bien réglé, donc bien vérifier ses réglages en début de campagne et quand on arrive au gabarit de végétation, bien nettoyer après les traitements pour pas qu'il y ait de bouchage qui va pénaliser l'application, quoi. La gestion de la vigueur de la vigne, donc l'aération du feuillage, que les grappes soient pas enfermées au cœur de la végétation, tout ça, c'est des facteurs qui vont faire que la pulvérisation va être meilleure aussi. Et quand on raisonne avec des produits de contact, il faut absolument prendre en compte la pousse, donc toutes les nouvelles feuilles qui vont se former, mais aussi la croissance des feuilles. Les essais du CIVC tendent à montrer que ça serait même un critère plus important que le lessivage. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire attention. Et notamment l'encadrement de floraison, donc qui est la période où on va avoir la chute des capuchons floraux et au fur et à mesure de cette chute des capuchons, en fait, on découvre des petites baies qui n'ont pas reçu le traitement précédent. Donc, si on a des risques importants de mildiou et de contamination, il faut être très prudent et ne pas hésiter à la limite à refaire un intercalaire ciblé sur grappe pour protéger toutes ces petites baies nouvellement découvertes. C'est un produit préventif. Donc l'idée, c'est de l'appliquer avant les contaminations qui sont engendrées majoritairement par la pluie. On pourrait aussi avoir des contas et des repiquages avec des rosées, mais c'est sur les pluies qu'on se base le plus pour les renouvellements. Donc vraiment, c'est préventif. Si on passe 2 jours après la pluie, on n'espère pas rattraper quelque chose avec du cuivre. Et donc bien faire attention au délai entre les traitements et le risque de pluie, notamment si la vigne a poussé. C'est des scénarios qu'on a connus en 21 et en 24, où en fait, d'un seul coup, il se met à faire très chaud, la vigne pousse très fort, 2, 3 feuilles dans la semaine, et finalement, des fois, c'est mieux de refaire un traitement, même avec une dose un peu plus faible, juste avant l'orage, pour essayer de bien tout reprotéger avant la contamination. Voilà. En tout cas, vous avez des aides à la décision, que ce soit en conventionnel ou en bio, hein, avec nos messages techniques qui vous donnent un peu des indications sur ce qui se passe en Champagne et puis les doses préconisées et les moments de traitement également. En bio, on lance la protection avant la première contamination. Donc, dans les années où il y a peu de pression, où c'est pas très fort, en conventionnel, on peut laisser passer la première contamination et traiter avant la sortie de tâche s'il pleut. L'idée en bio, c'est qu'on laisse pas du tout faire. Dès qu'on a un risque de contamination, on passe avant. Donc, quand les œufs sont mûrs, que la température est assez élevée et qu'on annonce plus de 2 millimètres. D'autant plus si les sols sont pas secs, là on va faire le premier traitement. Les doses, donc on les adapte à la hauteur de végétation puis à la pression. Donc c'est difficile de donner des doses en fonction du stade où on va commencer.
du matériel qu'on a, etc. Mais globalement, on commence entre 100 et 200 grammes hectare et on monte jusque 400 grammes, 300-400 grammes minimum quand on est en situation de forte pression pour les traitements. En termes de forme de cuivre recommandée, c'est déjà des choses qu'on recommandait avant. Le comité Champagne a fait pas mal d'essais sur le cuivre depuis 2021-2022. Euh, il montre quand même des efficacités intrinsèques meilleures et plus régulières, notamment avec les deux hydroxydes qu'ils ont testés, qui étaient le champflou ampli et l'héliocuivre. Sur les autres, ça n'a eu pas forcément des mauvaises efficacités, mais peut-être un peu plus aléatoires. Et on conseille du coup aussi d'éviter de mettre de l'oxyde cuivreux, donc du Nordox, tout seul pour la protection, parce que bah, des fois il marche très bien, des fois ça marche moins bien. Alors, est-ce que c'est dû à la libération des ions cupriques qui sont un peu plus étalés dans le temps? C'est possible. Mais c'est une hypothèse. Donc voilà, plutôt en fin de saison, à la limite, s'il se déclenche un peu plus tard par rapport aux pluies, ça peut aider à protéger plus longtemps. On renouvelle bien selon la pousse, selon le lessivage, donc environ 10-15 millimètres, hein, on compte, et puis bah, la pression mildiou. Donc, ce qui est très important en bio, en tout cas, c'est la réactivité. Donc, il faut pouvoir rentrer dans les parcelles et être équipé si l'enjambeur ne rentre pas. On conseille de ne pas dépasser une journée pour tout traiter parce que les fenêtres sont parfois courtes pour intervenir. Et puis avoir de la main-d'œuvre disponible, pouvoir aller traiter même le week-end, un jour férié, ne pas s'absenter en période à risque en tout cas, parce que certains ont regretté. Voilà pour les conseils d'application du cuivre. On va passer à notre autre problème en Champagne, qui est l'oïdium. Donc pareil sur le même modèle que pour le mildiou. Donc, en termes de produits, en conventionnel, vous avez dû tous avoir l'information. Donc, le Luna Sensation, le Luna Extend, euh, l'AMM a été retiré au mois d'avril 2024. Donc, avec une fin de vente en octobre 2024 et une fin d'utilisation en octobre 2025. Donc, le produit peut encore être appliqué cette année. Le retrait a été fait uniquement en France. Hein. La molécule avait été réhomologuée au niveau, le fluopyram avait été réhomologué au niveau européen. Euh, la firme avait fait des études sur le risque de toxicité sur les vers de terre. Donc le même dossier a été présenté dans les différents pays de l'Europe. Euh, tous ont accepté l'étude de Bayer et ont conclu qu'il n'y avait pas de risque sur les vers de terre. Seul l'ANSES, donc en France, a considéré que l'étude ne correspondait pas au protocole qu'ils attendaient. Donc c'est pour ça qu'ils ont retiré l'AMM du produit en disant qu'ils ne pouvaient pas statuer sur un risque ou pas sur les vers de terre. Donc depuis cette date-là, Bayer a refait des études qui correspondent normalement au protocole demandé. Donc ils espèrent avoir la réhomologation de leurs produits pour la campagne 2026. Donc si vous aviez anticipé et acheté du produit pour cette campagne, et qu'il vous en reste en fin de saison, je ne le portez pas à la prochaine collecte PPNU du mois de novembre 2025 parce que peut-être que vous pourrez le réutiliser en 2026. Au niveau produit, il n'y a pas d'autres changements importants. La la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle spécialité commerciale qui s'appelle Revivit que vous allez trouver sous le même nom chez tous les distributeurs. Alors, c'est une spécialité qui appartient au groupe des IBS, donc des produits tels que le Score, Bogart, Mayandra. C'est une famille chimique qui est impactée depuis très longtemps par les résistances et nous, on vous préconisait les produits plutôt sur la fin de campagne parce qu'on n'était pas certain d'avoir un très haut niveau d'efficacité pendant la fleur. Cette nouvelle molécule-là de ce groupe chimique-là n'est pas concernée actuellement par les résistances. Hein. On a des niveaux d'efficacité qui sont les mêmes
qu'à l'origine des IBS quand ils ont été homologués. Donc, pas de crainte à avoir sur ce nouveau produit-là. Il est homologué pour une application sur Oidium et une sur Blackrot. Dans la mesure où on n'a pas de Blackrot, on ne peut le faire une fois par an. Dans la mesure où il n'est pas impacté par les résistances comme les anciennes molécules de la famille, on peut l'utiliser pendant la fleur. Alors, il aura un délai de rentrée de 48 heures et une distance sécurité personne présente irriguera de 10 mètres, fixée dans l'AMM, donc non réductible. Il a été homologué à une dose en fonction de la surface foliaire. C'est une nouvelle façon d'homologuer les doses de produits phyto pour que ce soit homogène au niveau européen. Donc en Champagne, comme on est sur une surface foliaire supérieure à 15 mm² à la fleur, vous avez là dans le tableau les doses recommandées pour chaque période de la campagne. Donc avant fleur, 1 litre 2, pendant la fleur, 1 litre 8, et après la fleur, vous appliquez le produit à la dose maximale de 2 litres, qui est la dose qui sert pour le calcul de l'IFT. Donc, ça vous permet aussi de faire des IFT inférieurs à 1, quand vous l'appliquez à 1,2 ou 1,8. La stratégie de protection contre l'oïdium, je vous la rappelle sur cette frise-là. Dans tous les cas, la protection doit avoir démarré au stade 7-8 feuilles étalées. Dans les parcelles où vous avez des antériorités d'attaque sur grappe, il faut anticiper, on vous conseille d'anticiper la protection en démarrant à 4-5 feuilles étalées. Et après, la fin de protection, elle se gère surtout selon le profil de l'année, donc en année à faible risque ou en année à fort risque, et en fonction de ce qu'on observe comme symptômes sur les parcelles, soit au début, soit à la fin de la fermeture. Dans tous les cas, au-delà du début des raisons, ça ne sert à rien de continuer à assurer une protection contre l'oïdium. Alors, pour vous réillustrer l'intérêt des traitements à 3, 5 ou 7 feuilles étalées, puisque certains restent persuadés qu'il faut démarrer très précocement la protection contre l'oïdium. C'est un essai là, qu'on met en place depuis plusieurs années sur une parcelle à antériorité d'attaque sur grappe, donc le chardonnay et l'épernay, où on compare un début de protection à 3 feuilles étalées avec du soufre, à 5 feuilles étalées avec du soufre, ou à 8 feuilles étalées avec un produit qui présente plus de curativité, en l'occurrence la Luna. Si on regarde les graphiques, les dernières barres tout à droite, vous avez en vert l'intensité dans la modalité où on démarre à 8 feuilles avec le Luna, en orange le traitement à 5 feuilles avec du soufre, et en bleu le traitement 5 feuilles à 3 feuilles avec du soufre. Vous voyez qu'entre 3 feuilles et 5 feuilles, il n'y a pas un gros écart. Donc on reste sur la situation, sur la conclusion que démarrer à 3 feuilles étalées n'apporte rien par rapport à du 5 feuilles. Mais que par contre, le 5 feuilles permet de protéger quand même nettement plus que le 7-8 feuilles étalées, même si on démarre à ce stade-là avec un produit qui présente de la curativité. Pour parler un peu donc protection avec le soufre, donc pour rappel, le soufre fait partie des produits de biocontrôle. Les quantités d'application ne sont pas limitées et les traitements ne sont pas comptabilisés dans l'IFT puisque c'est un produit de biocontrôle. Il faut faire attention quand même parce que malgré que ce soit des produits utilisables en bio, certains ont une distance par rapport aux riverains dans leurs AMM, donc il faut absolument respecter. Certains ont également la mention abeille, notamment les spécialités rain-free, donc qui sont interdits pendant la floraison de la vigne, et des ZNT terrestres, notamment pour les soufres poudrants.
Je vous rappelle les 3 conditions nécessaires pour, faire un poudrage efficace. Sinon, enfin, faire un poudrage quand il fait tout gris et qu'il pleut le lendemain, ça servira pas à grand chose. Il faut qu'il y ait de la lumière. Le soufre, il se sublime avec la luminosité, donc des journées quand même ensoleillées, pas trop de vent et des températures qui vont monter dans la journée entre 20 et 25. Là, on a vraiment des conditions idéales pour que le soufre passe en mode vapeur et soit vraiment actif contre le idium. Les poudrages, il faut les raisonner en complément dans la stratégie. Ça vient pas remplacer un soufre mouillable ou étirer la cadence entre deux soufres mouillables en tout cas. C'est pas tout à fait les mêmes modes d'action. Donc vraiment, c'est en complément dans les parcelles qui sont sensibles, qui présentent des symptômes ou historiques. Pour info, le fluide au soufre est en arrêt de production pour des raisons de concurrence avec d'autres produits, donc c'est pas un retrait du produit, mais en tout cas, il n'est plus fabriqué, donc pour l'instant, enfin, vous pouvez peut-être le trouver encore, mais c'est de l'écoulement de stock. On adapte la dose donc à la végétation. Vous avez vu dans l'essai début de campagne, hein, les doses de soufre appliquées étaient réduites par rapport aux doses homologuées, donc on peut adapter la dose de soufre en début de campagne par rapport à la végétation qu'on traite, également à la pression de l'odium. Euh, le CIVC avait fait des essais en 22 et 23 en associant donc l'arnicarbe à 3 kg avec le soufre sur les premiers traitements. Et on obtenait une meilleure efficacité, en tout cas à la fin de la campagne sur l'oïdium. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a un essai qui a été remis après. Faut juste être attentif. C'était en 2020 qu'on a eu le cas, notamment, où il avait fait très sec et certains vignerons ont tendance à étirer fort les cadences parce qu'il n'y avait pas de pression au mildiou particulière. Mais on voit que ceux qui avaient dépassé 8 jours de cadence au moment les plus critiques, notamment, donc en encadrement de fleurs, avaient eu des grosses sorties de idiom, alors que d'habitude, on n'avait pas l'habitude de voir ça dans ces parcelles bio-là. Donc, on conseille de vraiment pas tirer les cadences en cas d'année sèche. Il faut vraiment que la protection, elle soit continue pour pas qu'il y ait de trous et que le idiom profite pour s'installer. Donc là, on vous présente un essai donc, dans lequel vous allez en plus retrouver le Revivit, donc le nouveau produit anti-oïdium. Donc ça, c'est essai sur Chardonnay du CIVC en 2023. Vous avez une modalité, donc Whisper, c'est du soufre, hein, qui est traité avant inoculation d'oïdium, donc pour voir, et après, donc pour voir l'intérêt de traiter avant une contamination ou après. Et vous avez une modalité où on a ajouté l'arnicarbe ou l'essentiel dans les premiers traitements à 3 kg d'arnicarbe, et puis où on démarre sinon à 6-7 feuilles avec soit du Luna, soit du Revivit. Donc en plus, le soufre avant contamination avait pris quand même 30 mm sur le nez, donc il était un peu en difficulté. En termes de résultats, donc ça c'est une notation au mois d'août, donc vraiment en fin de campagne. Ce qu'on voit, c'est que la modalité la moins efficace, donc là c'est les efficacités, les barres, c'est le soufre avant inoculation. Donc c'est encore un argument pour dire que ça sert à rien de commencer très très tôt. S'il n'y a pas de contamination, ça sera pas efficace. Et on voit que le fait d'avoir ajouté donc l'arnicarbe permet vraiment d'augmenter l'efficacité par rapport au whisper post-inoculation seul. L'essentiel dans cet essai-là n'avait pas apporté, donc il y a l'huile essentielle d'orange douce, n'avait pas apporté d'efficacité supplémentaire. Dans certains cas, il en apporte, dans d'autres essais non, donc c'est un peu moins régulier que l'arnica. Et on constate donc que d'avoir mis le Luna ou le Revivit en premier traitement à 6-7 feuilles a super bien fonctionné. Donc, pour en venir aux molécules conventionnelles et par rapport aux analyses de résistance qui ont pu être faites cette année, il n'y a pas de changement en termes de recommandations sur les différentes molécules. Les spiroxamines, donc le produit Prosper ou Gar Spirox, reste applicable 2 fois dans l'année.
la molécule cyfluphénamide que vous retrouvez soit en solo dans le produit cyflodium ou associé à un IBS d'ancienne génération dans les produits d'Inaliroca, reste à une application par an. Les produits à base de métraphénone ou pyréophénone, il y a de la résistance, elle progresse un petit peu en pourcentage de parcelles concernées. Par contre, les niveaux de résistance restent faibles et pour l'instant, on n'a pas d'impact de la résistance sur l'efficacité du produit. Donc, on continue de l'utiliser, si on veut, une fois maximum par an. Par contre, le constat qui est fait, c'est que les situations où on constate de la résistance, c'est sur des utilisations tardives, plutôt fin de campagne. Donc, en termes de recommandations, si vous faites du vivando, faites-le en pré-floraison ou au grand maximum à la fleur. Mais dépassez pas ce stade-là, c'est là qu'on risque de sélectionner des souches résistantes. Les SDHI, donc il y a 3 molécules, il y en a surtout 2 qui sont utilisées. Sur ces 2-là, il y en a une, donc c'est peut-être la dernière année. Donc ça reste limité à 2 applications max par an et idéalement, on en fait 2 différentes. Et puis la dernière catégorie qui présente des résistances, c'est la famille des IBS. Alors j'ai distingué en orange les anciennes molécules dont l'efficacité est impactée par les résistances. Donc celles-là, on continue de les utiliser uniquement après la nourrison, surtout dans les parcelles sensibles au iodium. Par contre, la nouvelle molécule du Revivit, vous pouvez l'intégrer en encadrement de floraison sans problème. Alors, la famille des IBS 1 est limitée à une application max, donc faites attention, si vous faites du Revivit, ne prévoyez pas un Dinali plus tard dans le programme. Il faudra choisir entre Revivit ou Dinali à votre place. Le choix est vite fait, hein, optez pour les nouvelles molécules. Donc, pour construire un programme, en fait, on a peu de produits de biocontrôle, hein. Vous avez listé sur la diapositive les produits qu'on a à notre disposition. L'offre en produits de biocontrôle est plus importante. Je ne les ai pas toutes indiquées, mais alors, le soufre fonctionne très bien s'il est bien utilisé. Le bicarbonate de potassium, je vous ai montré les essais, peut apporter quelque chose aussi bien en début de saison, en préventif, qu'en application en curatif, plutôt sur la fin de saison, toujours associé avec du soufre. Par contre, tous les autres produits, on est franchement sur des efficacités qui sont irrégulières, et donc on ne sait pas trop si on peut réellement compter dessus. Donc en termes de positionnement des produits dans le temps, même principe que pour le milieu, sur la frise. Dans tous les cas, on ne démarre pas la protection avant le stade 4-5 feuilles. Hein. On a vu dans les essais que ça ne servait à rien. De 4-5 feuilles à 7-8 feuilles étalées, on applique du soufre. Ça ne sert à rien d'utiliser des molécules haut de gamme, entre guillemets, sur ce créneau-là. Donc là, c'est vraiment soufre, plus éventuellement renforcé par du bicarbonate si vous êtes sur une parcelle à historique. Ce qu'il faut vraiment, c'est éviter que l'oïdium s'installe précocement sur feuille, parce que s'il est présent au début de campagne sur feuille, il va forcément contaminer les grappes, passer sur grappe à un moment ou à un autre. Donc on utilise à partir du stade 7 feuilles les produits qui sont très efficaces et qui ont de la curativité. Donc les SDHI, le nouvel IBS, et si vous êtes pour faire la métraphénone, donc un vivando, il faut le mettre sur ce créneau-là, puisque sinon après la floraison, ça arrive très vite. La consigne pour le nouvel IBS, c'est de ne pas le mettre en premier produit de synthèse après les soufres. Il faut mieux avoir fait soit un vivando si vous êtes pour l'utiliser, soit un SDHI aussitôt après le soufre et mettre le Revivit en deuxième ou en troisième produit conventionnel. Vous pouvez aussi utiliser les spiroxamines, hein, à ces stades-là, sachant que c'est des produits CMR2, donc
Ils peuvent aussi être conservés pour la deuxième partie après la nourrison en cas de présence de l'idium parce qu'il est un peu plus curatif que les autres molécules. Donc on a l'impression va avoir utilisé sur le stade jusqu'à la nourrison tous les produits de synthèse. Il faut avoir conscience que si on a fait bien assurer une très bonne protection sur ces stades-là, le soufre permettra de terminer la campagne. Euh, ce sera suffisant pour aller jusqu'au bout de la protection. Et puis pour tout ce qui est renforcement de la protection en zone des grappes, le soufre en préventif suffit largement. Ça évite aussi de vous pénaliser trop en termes d'IFT. Ça ne sert à rien de mettre un Dinali ou un produit de ce type-là en zone des grappes, du soufre, c'est très bien. Voilà. Ok, donc en tout cas, si vous avez un besoin d'appui, sachez que les chambres d'agriculture proposent des accompagnements, tout un tas d'accompagnements qui peuvent correspondre à tous. En collectif, vous avez les GDV de l'Aube, de la Marne et le GDV de l'Aisne qui vous permettent d'avoir de l'information générale comme les messages techniques, les réunions préco, donc qui vont voir un peu plus loin que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis sinon, on peut également faire des accompagnements individuels. Donc là, en fonction vraiment de vos besoins, on définit ensemble si vous avez besoin qu'on passe vous voir tous les 15 jours, qu'on aille voir des parcelles, voilà, appui téléphonique au programme. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut dans ces prestations là. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin, à nous contacter. Voilà. Le webinaire sera de toute façon disponible en replay sur le site internet dans la partie les jeudis de la Viti. Donc, si vous avez besoin d'aller revoir, vous aurez accès au replay. Est-ce que vous avez des questions? On voit qu'il n'y a rien qui se met dans le chat. On peut attendre quelques secondes. Sinon, on clôture.